retraite pour pouvoir les mettre à la retraite. Cette question reviendra certainement au moment venu et je pourrai donner encore un peu plus de détails. Mais dans tous les cas, ici aussi en ce qui concerne les magistrats, le besoin d'aller de manière responsable et graduelle sur le recrutement qui doit être fait en garantissant finalement qu'ils puissent bénéficier à un salaire et celui qui a été dicté, celui qui serait dicté par rapport au budget. Voilà. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous allons prendre un peu de la hauteur. Il y a des femmes qui sont intéressées à la question de la prospérité, je ne sais pas pourquoi. 3 se sont prononcées. Il y a Madame Tissia Mukuna, CEO et fondatrice de la marque de café quinoise. Nous avons aussi Madame Andeka de l'ONG ACDIC, je crois. Et pour la FEC, qui est représentée dans la salle, nous aurons la question de Madame Bello. On commence avec Tissia Mukuna dans la salle. S'il vous plaît, le micro. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Alors, ma question aborde 3 aspects. On dit que la RDC est un scandale géologique et qu'elle a la capacité de nourrir toute l'Afrique. Or, récemment, avec la pénurie de maïs dans le Grand Katanga, le ministre de l'Économie a fait le choix de tourner sa solution vers la Zambie et aussi l'Afrique du Sud. Monsieur le Premier ministre, pour développer l'entrepreneuriat et favoriser les PME congolaises, notamment créer des millionnaires, voici mes 3 questions. Quand et comment comptez-vous stabiliser l'électricité en RDC, ce qui évitera aux industriels que je suis notamment de fonctionner sur groupe électrogène et donc d'être plus compétitifs? Quand et comment comptez-vous supprimer les taxes qui étouffent les entrepreneurs et pour lesquelles on ne voit aucune contrepartie et qui sont nombreuses et se répètent? Et enfin, quand comptez-vous, vous le gouvernement, être les premiers clients du Made in RDC? J'espère qu'on a prévu de boire du café la quinoise, que votre costume est au Cassel ou encore que les mobiliers viennent de Luc Ambrosio. Parce que sinon, vous ne soutenez pas les entrepreneurs congolais. Je vais bien sûr vous remercier, Madame Tissia, pour cette question. Tout d'abord, je vais mentionner que le monde a été choqué. Le monde a pris un grand choc. Lorsque nous avons connu cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite, on s'est rendu compte de notre dépendance de l'extérieur. Pas seulement nous, les autres pays africains aussi, et même d'autres pays du monde. On s'est rendu compte pour la première fois, et je crois que beaucoup de gens sont finalement allés chercher sur la carte où se trouvait l'Ukraine. Pays dont on n'entendait pas beaucoup parler, mais qui finalement, fournisseur de blé à outrance dans plusieurs pays et fournisseur de plusieurs produits de première nécessité. Et donc, le choc, du moins ici ressenti, en République démocratique du Congo, c'est celui de dire nous devons faire face à cette difficulté. Première option, c'est de se dire, et ça peut répondre à une partie de votre question, c'est de se dire, pour ces produits de première nécessité, nous sommes obligés d'avoir une politique fiscale spéciale pour garantir que nous ne puissions pas avoir une inflation ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est une mesure phare qui est prise et ça permet de contenir un tant soit peu. Parce que même si aujourd'hui nous connaissons une certaine inflation ici chez nous en République démocratique du Congo, mais il faudrait aussi la comparer avec ce qui se fait à l'extérieur. Et je pense, si jamais vous faites cet exercice, que vous vous rendrez compte que ici le choc a été atténué. Première mesure qui est prise. Et donc, oui, on peut prendre des mesures fiscales parce que vous avez parlé des taxes qui pourraient être réduites, mais elles ne peuvent se faire que dans une certaine mesure et pour garantir aussi les recettes de l'État. Mais pour des produits de première nécessité, absolument, nous sommes obligés d'appliquer une politique fiscale spéciale et je pense que vous avez vu que sur cette TVA que nous avions annulée sur ces produits, nous avons pris des décrets pour renouveler au fait la décision que nous avions prise et cela pour garantir ce côté social de notre population. À côté de cela, comme autre mesure, parce que je pense que c'est important d'en parler, souvent on en parle moins, c'est que ici, chez nous, sur ces produits de première nécessité, nous sommes directement impactés par le prix du carburant.
Parce que ce prix du carburant détermine finalement aussi le prix des denrées, du fait qu'elles sont déplacées, en tout cas des provinces productrices, vers les grandes agglomérations, comme ici Kinshasa, c'est le cas. Nous recevons des produits qui viennent du Congo central, du Grand Bandundu et par la voie fluviale du Grand Équateur. Et donc, nous, à ce niveau-là, nous avons dû prendre aussi des mesures. Parce que comme partout ailleurs, comme on l'a suivi au travers des ondes, nous aurions dû avoir une hausse, en tout cas drastique, des prix des produits pétroliers. Mais nous n'avons pas vécu ça ici. Et souvent, on pose la question, on dit oui, on fait plus de recettes, mais finalement, ces recettes, où est-ce que nous les mettons? Nous les mettons dans nos rémunérations, parce qu'il faut garantir le fonctionnement de l'État, mais nous le mettons aussi dans d'autres secteurs clés pour garantir justement ces chocs que nous avons connus. Et là, le cas précis, c'est de dire, pour le carburant, que nous puissions subventionner, que nous puissions donner, payer un manque à gagner sur le prix du carburant. Donc, en réalité, pour chaque Congolais qui s'est rendu à la station et qu'il a trouvé un prix à la pompe, sachez qu'une quotité d'un minimum de 1500 francs, et ça diminue ces derniers temps, a été pris par l'État et a garanti finalement que nous puissions maîtriser ces prix de ces denrées. Alors, je tenais à faire cette entrée en matière pour revenir maintenant sur d'autres questions qui sont revenues. En disant, tiens, il nous faut diversifier notre économie. Comment est-ce que nous travaillons sur la diversification de cette économie? Nous avons des secteurs clés dans lesquels nous devons produire. Le Congo, scandale géologique, mais aussi du point de vue de l'agriculture, parce qu'on connaît notre capacité. On dit que nous sommes le grenier, si pas de l'Afrique, et même du monde, et qu'on pourrait nourrir le monde entier. Et donc, l'agriculture qui doit être mise en avant, la pêche et l'élevage, et le secteur productif en général, avec des développements de chaînes de valeur ici, chez nous. Fort heureusement, au niveau du gouvernement, parce que nous sommes un gouvernement de réforme, nous avons revu notre plan national stratégique de développement. Cela s'est fait avec notre ministre de l'Industrie, et déterminé finalement ce que nous appelons des zones économiques spéciales. Et dans ces zones économiques spéciales, nous garantissons une certaine priorité du point de vue de l'énergie, du point de vue fiscal, pour garantir que dans ces zones, nous puissions être compétitifs, nous puissions avoir de la valeur ajoutée et finalement rencontrer ces chocs. Aujourd'hui, nous en avons 6 en développement au travers de la République, ici à Kinshasa, dans le Katanga, dans le Kasaï, dans le Grand Kivu et bientôt à l'Équateur. Je suis sûr et certain que le ministre de l'Industrie, dans le cadre de la redevabilité, parce que chaque ministre devra le faire, je l'ai annoncé, donnera plus de détails là-dessus. Et à ce moment-là, on vous invitera, madame, vous qui avez cette industrie qui produit ce café, de vous intéresser à ces zones, de vous inscrire pour avoir un espace d'exploitation et avoir accès à tous ces avantages que nous mettons dans ces zones économiques spéciales, et vous pourrez être compétitifs. Et je peux garantir qu'à ce moment-là, tout le café, à côté de cela, on pourra même y mettre des incitatifs pour que votre produit soit mis un peu en priorité. Ça peut se faire avec le ministre du Commerce extérieur, du point de vue de ces incitatifs, et vous permettre d'être le premier produit congolais, en tout cas en matière de café, consommé ici. Et pour ma veste, soyez convaincus que prochainement, je vais consulter au Casol. Merci. Monsieur le Premier ministre, avant que nous puissions aller au dernier élément qui est l'État solidaire, permettez que je fasse une petite incise sur la prospérité recherchée par nous tous. Comment se conjugue ce programme spécial? Comment est-ce qu'il s'accroche aux 3 axes? À quel moment il peut garantir la prospérité dont nous avons besoin? Le programme des 145 territoires, c'est un programme phare du gouvernement qui découle en tout cas de la vision directe de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a voulu montrer 2 aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le développement à la base. Ce développement à la base avec une entité choisie parce qu'on veut atteindre chaque Congolais, là où il se trouve. Nous avons pris
en tout cas une entité de base phare qui est le territoire. Et nous avons dit, dans les domaines dans lesquels nous nous sommes inscrits, du point de vue du développement, nous devons garantir que nous avons ce développement au niveau des territoires. Mais à côté de ça, c'est important de noter ici que ça rencontre aussi une juste redistribution de nos richesses. Parce que c'est ça aussi qui évolue dans cette action édictée par le chef de l'État. Et donc, nous avions déjà les secteurs qui nous avaient été donnés, la sécurité, un État fort, ça veut dire avoir une présence de l'État. Nous avons ciblé les bâtiments administratifs et nous avons dit à côté, nous aurons ces autres infrastructures qui viendront par la suite, du point de vue de la justice, du point de vue des prisons carcérales. Et puis nous avons dit, le deuxième axe dans lequel nous nous sommes lancés, j'en ai parlé, c'est la santé. Aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle. Nous avons mis en place ces 5 structures qui doivent pouvoir l'accompagner. Nous sommes déjà dans des phases pilotes, comme ici à Kinshasa, avec ces 9 zones de santé où nous assistons déjà à une gratuité de maternité. Et puis, nous avons l'enseignement, où nous avons dit, aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement a permis d'avoir un peu plus de 5 millions d'élèves, en majorité d'ailleurs, je dis toujours, des jeunes filles, qui ont pu accéder finalement à ce système éducatif, permettant aux parents d'épargner un peu d'argent, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà une expérience et ça se vit. Mais ça demande aussi que nous puissions améliorer à partir de ce moment-là les conditions dans lesquelles nos enfants vont à l'école. Il faut améliorer la qualité de l'enseignement et ça passe par 2 choses. Nos infrastructures, d'où ces infrastructures dans les 145 territoires, et à côté de ça, ça passe aussi par l'amélioration des conditions de nos enseignants. Et là, c'est des nouvelles écoles qui sont mécanisées, un peu plus de 20 000, si jamais il faut donner une statistique, parce que c'est important aussi d'en parler. Depuis que nous sommes là, c'est plus de 20 000 écoles mécanisées, mais au niveau des enseignants, c'est autant aussi d'enseignants qui sont pris. Nous trouvons la situation avec près de 440 000 enseignants qui sont mécanisés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 000. Et c'est pour garantir finalement que ces enseignants qui sont motivés puissent garantir cette qualité de l'enseignement à nos enfants et leur permettre de construire le beau Congo de demain. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous rentrons vers la salle, Françoise Bouela, pour prendre le dernier carré des questionnaires, parce que nous allons demander à Madame Kavira Imakile de prendre la parole pour poser sa question. Il sera suivi par Monsieur Christian Ngoï Djouba et Mademoiselle Joséphine Mawete. Joyeux anniversaire. C'est une artiste. Joyeux anniversaire au gouvernement Samaloukonde. Joyeux anniversaire. Les 2 ans, c'est fait. Et nos félicitations, monsieur le chef du gouvernement. Merci. Oh, tous les artistes que je représente aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et nous vous félicitons pour avoir enregistré la rumba, inscrit la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au regard de cette avancée, quelles sont les stratégies du gouvernement pour que l'art et la culture congolaise, les artistes puissent être bénéficiaires concrètes de ces actions, des actions du gouvernement bien sûr, et qu'enfin les artistes puissent participer au développement durable du pays. Non seulement les artistes qui sont dans les grandes villes, mais aussi et surtout ceux qui sont dans les territoires là où il y a la guerre, comme à Rutshuru, Kanyabayonga, Masisi, au sud Kivu, Beni, où je suis native. Quelles sont ces stratégies, monsieur le chef du gouvernement? Je vous remercie. Merci. Monsieur Christian Ngoï Djouba, je vous en prie. Merci Excellence pour l'occasion de nous accorder. Je suis médecin
Je voulais poser deux petites questions. La première, qu'en est-il de l'amélioration en fait, des conditions sociales des médecins, notamment la prime de risque, de plus en plus avec la dépréciation monétaire, ne vaut pratiquement plus rien du tout. Alors, qu'en est-il des réajustements? Est-ce qu'on ne peut pas réajuster par rapport au taux du dollar, par exemple? Deuxièmement, les allocations familiales et aussi les transports de médecins. Et enfin, la situation des médecins non primés à ce jour, on en est où? Merci. Vous avez fini? J'ai une petite... Je vous en prie, alors terminez. La toute dernière, c'est que compte faire le gouvernement par rapport aux infrastructures sanitaires, surtout dans des territoires, dans des coins beaucoup plus reculés, il n'y a pas d'infrastructure médicale où vraiment les gens pourraient être pris en charge comme il faut. Que compte faire le gouvernement par rapport à cela? Merci beaucoup. Merci. Joséphine Mawete, présidente étudiant de l'IFASI. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer par saluer cette initiative, mais aussi, nul n'ignore qu'aujourd'hui, un diplômé produit en RDC, malheureusement, c'est un chômeur de plus. Il est vrai que le gouvernement a promu l'entrepreneuriat des jeunes, une initiative que j'ai vraiment saluée énormément, mais que pouvons-nous retenir de la question liée à l'emploi des jeunes en RDC? Qu'en est-il de cela? Et quelle est la politique du gouvernement sur la création de l'emploi 2 ans après votre gouvernement? Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Je vais d'abord vous remercier, Madame Cavera, pour ce beau chant que vous avez offert à tous les membres du gouvernement qui sont ici avec moi. Merci pour vos voeux. Ensuite, je vais dire que vous contribuez, parce que vous avez parlé au futur, alors que pour moi la contribution culturelle ici en République démocratique du Congo, partout les artistes se prononcent au présent, au passé bien sûr, parce que nous avons tellement finalement de richesses culturelles ici en République démocratique du Congo, et nous avons tellement de talents à venir que nous sommes convaincus que nous avons en tout cas l'une des plus grandes banques culturelles ici en Afrique. Inscription de la rumba effectivement au patrimoine immatériel universel, et puis par la suite tout ce combat qui est en train d'être mené pour que nous puissions avoir la restitution de nos biens qui sont parsemés partout au travers du monde. Nous avons commencé avec la Belgique, et nous demandons à la ministre de la Culture de poursuivre cette action dans d'autres pays. Mais ici, parce que vous avez parlé de vous, les artistes, c'est de mentionner qu'il faut vous protéger. En réalité, les instruments, les textes, nous les avons, mais au niveau de l'application, il faut les renforcer pour faire cette lutte contre la contrefaçon, qui ne vous permet pas à ce stade d'accéder en fait à vos droits intellectuels d'auteur. Et là-dessus, je vais mentionner que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Et le gros de l'art passe par ces voies numériques. Fort heureusement, lors de l'avènement du gouvernement, nous avons un ministère du numérique qui est mis en place. Et dans le cadre des réformes, parce que j'ai dit que nous sommes un gouvernement des réformes, nous avons finalement ce code du numérique qui va ouvrir cet accès à cette cybercriminalité et va permettre finalement que vous puissiez vous retrouver du point de vue de cette compte. Pour les personnes qui sont dans ces zones, malheureusement nous avons cette insécurité. Je pense que le plus grand cadeau que nous pouvons leur donner, avant même d'assurer qu'ils puissent bénéficier de leur talent artistique, c'est la paix. Donc je voudrais vraiment que nous continuions à travailler sans désemparer pour cette paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, et à travers cette paix, ça ne pourra que valoriser leur talent artistique. Mais soyez rassurés que nous sommes à vos côtés, à côté des artistes, et d'ailleurs une grande invitation qui est donnée par rapport aux Jeux de la francophonie qui sont en train de venir. Nous avons un grand volet culturel, compétitif,
et où nous devrons nous rassurer que la République démocratique du Congo est bien représentée et puisse nous rapporter des médailles ici à ces prochains Jeux. Alors, à côté de cela, on a parlé de la question des médecins. Je pense que j'ai décliné. J'ai dit que j'avais commencé. C'était comme si c'était prémonitoire parce que je savais que j'allais encore m'y retrouver parce que ça reste un secteur qui est le plus transversal possible. J'ai parlé de cette politique que nous avions au niveau de la fonction publique. Et dans cette politique, nous avons décidé d'avoir d'abord des cadres d'échange avec les syndicats. D'abord, l'organisme qui reprend tous les syndicats. Et puis, au niveau des différents ministères sectoriels qui ont sous leur conduite, en tout cas, un certain nombre d'agents assez représentatifs. Nous avons ici le secteur de la santé, nous avons l'enseignement primaire, le secondaire, nous avons l'enseignement supérieur, où tous les jours, nous avons choisi de maintenir un dialogue franc. Un dialogue franc qui permet d'aborder, en fait, ces questions en toute responsabilité. Parce que, ici, il faut d'abord mentionner que nous trouvons un passif, mais au nom de la continuité de l'État, nous nous inscrivons à répondre aux engagements qui avaient déjà été pris, mais nous le faisons en tenant compte de nos moyens. Le secteur de la santé est, et si je peux vraiment le dire en toute ouverture, sans risque d'être contredit, parce que nous suivons cette question avec le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique, mais aussi avec le ministre de la Santé, qui a bénéficié de plus de mécanisation possible. Toutes tendances confondues. Parce que dans votre secteur, nous avons bien sûr les médecins, mais nous avons le personnel de santé en général qui sont à côté de vous. Et la politique que nous avons adoptée, c'était de dire, si nous prenons les médecins, que font-ils seuls si jamais ils n'ont pas d'anesthésiste à côté, s'ils n'ont pas d'infirmière à côté, s'ils n'ont pas du personnel qui peut garantir l'assainissement du milieu dans lequel ils travaillent. Donc à côté des médecins que nous mécanisons, nous prenons chaque fois le soin de prendre les autres catégories. Et ici, je ne voudrais pas livrer ce qui se discute dans ces cercles-là où nous sommes avec les différents syndicats, mais nous abordons ces questions. Et aujourd'hui, c'est plus de 4000 médecins qui ont été mécanisés. Nous voulons continuer à le faire parce que la demande est encore grande, mais nous tenons à ce que nous puissions garantir cette inclusion salariale, que nous puissions reprendre ceux qui ne sont pas encore dans le système et améliorer par la suite dans les engagements que nous avons pris. Vous avez mentionné ces questions de transport, de primes de brousse, qui doivent être ensuite garanties, mais sans oublier ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être repris dans le fichier. Mais c'est un travail que nous faisons et nous demandons toute la collaboration du secteur. Nous avons connu des moments difficiles, mais fort heureusement, aujourd'hui, c'est un peu apaisé, surtout que nous devons être solidaires par rapport à la question que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous avons garanti que nous allions faire, en tout cas cet effort, pour que dans les prochains trimestres qui viennent, selon les engagements que nous avons et selon la trésorerie, nous puissions rencontrer vos demandes. Ensuite, cette dernière question qui m'est venue de Mme Mawete, de l'IFASIC, la question de l'emploi. Tout d'abord, l'emploi, il vient du secteur privé. J'ai mentionné ici ce que nous voulons faire avec les zones économiques spéciales pour pouvoir garantir ces emplois qui nous viendront de par les investissements qui vont venir. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie, c'est que nous faisons beaucoup d'incitations à l'entrepreneuriat. Nous disons, aujourd'hui, nous voulons voir plus d'entrepreneurs congolais. Et donc, au niveau du ministère des PME, nous avons mis en place deux instruments. Le premier, c'est l'ANADEC, c'est une agence d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ici en République démocratique du Congo, pour des jeunes qui veulent se développer, prendre des conseils. Dans quel domaine est-ce qu'ils doivent finalement se lancer? Où est-ce qu'il y a de la demande? J'ai eu la chance de participer à un événement de Level Up où j'ai été invité et où on avait
fait participer à un concours des jeunes dames. Et l'une d'entre elles, fort heureusement, a pu bénéficier de cet accompagnement. Pour moi, c'est un exemple, je préfère ici le mentionner, et peut-être inciter d'autres à faire comme elle. Un constat qu'elle a fait, vraiment des plus simples, c'était de dire comment est-ce possible qu'en République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme bois, nous importons des cure-dents. C'est un constat, et c'était tellement vrai. Nous importons les cure-dents. Et donc, elle se dirige vers ce premier instrument où elle prend des conseils. Et puis finalement, elle va vers le deuxième instrument qui a été mis en place au niveau des PME, qui est le FONGEC, qui lui est un fonds pour l'entrepreneuriat et arrive, sur base du projet qui a été déposé et validé, à bénéficier d'un fonds de démarrage qui lui permet aujourd'hui de produire des cure-dents made in Congo. Et avec l'intention de remplir le marché, comme on l'a dit ici tout à fait, consommer congolais, et par la suite produire d'autres produits dérivés. Elle le fait à la base du bambou aujourd'hui, et on sait qu'aujourd'hui on a du papier à la base de bambou, on a des tissus à base de bambou, donc elle est lancée. Et donc, dans l'entrepreneuriat, nous estimons que ces deux instruments vont permettre à ce que nous puissions avoir de plus en plus d'entrepreneurs ici en République démocratique du Congo, et bien sûr avec le système du climat des affaires, ces zones économiques spéciales que nous mettons en place, avoir plus d'investissements et donc créer plus d'emplois. Voilà, Monsieur le Premier ministre, on va prendre la dernière vague, mais on commence par un énarque qui est dans la salle, Christian Mbidika, et qui sera suivi, en fait là on a pris le dernier aspect, hein, l'État solidaire. Nous prendrons également le chef de